Je me présente Christelle Geoffroy-Pougoué, manager chez Nexialog, et je serai votre animateur pendant cet événement. Avant de continuer, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de cet événement. Je les remercie, et malgré le petit stress, je serai d'être à la hauteur de la confiance qu'ils mettent en moi. Alors le constat, les équilibres techniques en santé et prévoyance sont sous tension, voire sous surveillance depuis quelques années. Alors aujourd'hui, on va essayer d'analyser les causes et les conséquences et de tracer des perspectives de solutions. Donc cet échange va être articulé autour de 4 piliers que sont nos prestigieux intervenants que je vais vous présenter par ordre de passage. Nous commencerons par monsieur José Sanchez, responsable technique et financier du CETIP, Centre technique des instituts de prévoyance, qui va nous présenter en prime time une étude qui retrace 10 ans de l'évolution de la sinistralité en prévoyance, avec un focus sur l'arrêt de travail et quelques chiffres sur la santé, et notamment sur le baromètre santé, 100% santé. Par la suite, on échangera avec Madame Nathalie Caldera, qui nous fera un focus sur le constat également, mais côté porteur de risque, donc assureur, quelques analyses des causes, et on commencera à tracer les perspectives de solutions. Constat factuel avec des chiffres, analyse porteur de risque, constat côté client, porté du coup par monsieur David Delemos, directeur commercial France, avec qui on essaiera d'échanger pour trouver des solutions pour un deal gagnant-gagnant entre porteurs de risque et clients. À la fin, on finira avec monsieur Thomas Collin, directeur technique et indemnisation du COMEX, qui nous introduira une forme de nuance, du coup pour nous les techniciens, avec l'importance en fait d'intégrer la notion de frais dans le pilotage. Chaque intervention fera une dizaine de minutes avec 5 minutes de questions. On va essayer de tenir le temps, parce que le temps est un luxe pour chacun d'entre vous. Mais pas de panique si lors du passage de chacun, vous n'arrivez pas à poser une question. À la fin, il y aura une séance de débat. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à monsieur José Sanchez pour le premier point. Donc on va parler des chiffres que nous collectons au Centre technique des institutions de prévoyance, le CETIP. D'ailleurs, nous collectons chaque année les états nationaux spécifiques qui sont remis par les organismes d'assurance à la CPR, et donc nous le faisons pour les institutions de prévoyance. Donc ce sont les chiffres qui émanent de nos membres. Et nous le faisons là au mois d'avril, puisque la date de remise est à fin avril. Donc on n'a pas encore collecté les données 2022, mais on a des données chaque année jusqu'en 2021. Et par ailleurs, en novembre dernier, nous avons réalisé une étude spécifique, une enquête spécifique sur le risque arrêt de travail que vous évoquiez, et qui en plus nous a permis de faire un focus sur les risques arrêt de travail et incapamal, parce que on vient de traverser, et on va le voir de toute façon, ça a impacté tous nos métiers, le Covid, la période de la crise sanitaire, avec ses soubresauts et ses conséquences, dont certaines s'inscrivent dans la durée. Voilà, donc c'est un mélange à la fois de ces deux sources de statistiques, si vous voulez, les ENS remis chaque année par nos membres, et puis cette étude de spécifique. Alors, sur la garantie prévoyance et sur une vision de 10 ans, vous voyez que alors l'incap inval décès, quand on a la vision prévoyance au sens le plus large, on est sur un risque qui présente un équilibre. La courbe des cotisations est au-dessus de la courbe des prestations, avec une progression, vous voyez, qui
si on reste avec une progression voilà, qui se suit, qui montre un certain équilibre. Ceci avec des éléments de contexte qui ont leur importance. L'inflation, alors qui était de 1% par an, mais avec ce qu'on est en train de connaître, elle va être revue à la hausse, cette inflation. Une évolution du SMIC et du taux d'activité des seniors, qui est celle-là, dans ce contexte-là. Mais quand on fait un zoom sur l'arrêt de travail, on voit que quand même si on a cet équilibre sur la prévoyance au sens large, sur l'arrêt de travail, on la surveille de plus près parce que j'aimais bien le titre, parce qu'on voit bien dans cette courbe qu'on est à la recherche de l'équilibre sur l'arrêt de travail. C'est-à-dire que les cotisations, la courbe des cotisations, là, pour le coup, elle progresse avec un délai de retard pour rattraper, comme toujours à la recherche de l'équilibre. Alors, elle subit en plus, on subit sur 10 ans des des évolutions réglementaires qui parfois mettent un coup avec des réformes, qui à chaque fois lui mettent des bâtons dans les roues. Mais c'est un risque comme ça qui a du mal à suivre. Donc à l'intérieur de la prévoyance, on a ce focus qui montre qu'il y a un effet de compensation avec le décès. Bon, donc c'est pour ça que certes, on a un équilibre sur la prévoyance, mais on a un focus particulier sur l'arrêt de travail. Et alors, c'est l'objet de l'étude que nous avons fait cet hiver, c'est que avec le Covid, et si on passe sur la slide suivante, on a une forte augmentation du nombre d'arrêts de travail à partir de 2020 dans le contexte de crise sanitaire qu'on a connu, avec sur les arrêts de travail courts une très forte augmentation, et notamment en présence de franchises courtes, et un allongement aussi des durées moyennes d'arrêt. Donc on est à un moment, on peut parler de sortie de crise sanitaire, où beaucoup de choses se sont bousculées. En plus, là, on a une remontée des taux qui va venir faire du bien au risque, puisque ça va dégonfler les provisions techniques. Donc, on a heureusement cette bonne nouvelle de la remontée des taux, une bonne nouvelle pour ce risque. Mais en même temps, pour l'instant, on n'a pas vu une dégradation de l'invalidité qu'on pourrait craindre, et on surveille, parce que si on a une forte augmentation du côté des arrêts de travail, on peut se poser la question, et quid du passage en invalidité derrière. On n'a pas encore vu de dégradation, hein, je pense que vous me confirmez, on n'a pas encore vu de contre-coup sur l'invalidité. Mais on surveille, évidemment, parce que on est là avec un risque qui encaisse des mauvaises et des bonnes nouvelles sur 3 années. C'est très court par rapport à un risque qui, lui, a une duration un peu plus longue. On parlera après de la santé, qui a une duration beaucoup plus courte, et donc là on a un suivi du risque qui n'est pas tout à fait le même. Et là on s'inscrit quand même un peu sur la durée, et en particulier sur l'invalidité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé, nous, cette enquête en novembre. C'est une enquête qu'on va renouveler chaque année, parce que l'arrêt de travail et l'invalidité, il faut le suivre sur la durée. Donc c'est avec de l'historique et de l'antériorité qu'on va pouvoir vraiment détecter les évolutions, les évolutions pérennes, les tendances qui sont là pour durer sur ce risque. Voilà, donc
c'est très intéressant sur ce segment de l'arrêt de travail et de l'invalidité, enfin de la prévoyance. Le suivi de la gestion de l'équilibre d'un risque, c'est toujours intéressant, mais en particulier là, avec tout ce qui vient de se passer et tout ce qui est en train de se passer, ça rend d'autant plus intéressant et prégnant le suivi du risque, qui, avec la remontée des taux, n'est pas l'inquiétude la plus forte du moment peut-être, mais quand même, mais quand même reste sous surveillance, notamment parce que vous voyez, sur l'arrêt de travail, on est sur un risque qui sur 10 ans, n'a pas trouvé son équilibre, lui, à l'intérieur de la prévoyance. Pas encore. Donc, on est amené à garder et à expliquer pourquoi il y a des évolutions tarifaires et à les expliquer en fait à travers ça. Voilà. Donc je pense que sur la partie sur cette partie prévoyance, c'est le constat que nous faisons, alors sans avoir les chiffres 2022, les derniers chiffres, mais des ENS, puisque je vous dis, on les collecte là au mois d'avril, mais comme on est sur un risque un peu plus long, on sait et on mène quand même des enquêtes ponctuelles durant l'année, et on voit bien les effets bénéfiques de la hausse des taux, mais on pense qu'on est dans ce trend qui est venu de la crise sanitaire et qui fait qu'on a des arrêts de travail, un niveau d'arrêt de travail qu'on a vu fortement augmenter, mais qu'ensuite on n'a pas vu redescendre post-crise, si tant est qu'on puisse dire, enfin oui, on peut dire, enfin post-crise, post-2021, 2020-2021, 2022 et là 2023 ne nous montre pas un reflux à la baisse significatif de l'arrêt de travail. Pas que l'on sache. Sur cette partie-là. Bon, ensuite, si on parle de... Peut-être avant de passer à la santé, peut-être qu'il y avait des personnes qui avaient des remarques, des questions à poser, du coup. Moi, j'en ai peut-être qu'une. Dans l'analyse que vous avez faite, est-ce que vous avez pu identifier qu'il y a une grosse croissance en fait jusqu'en 2015 et il y a eu une petite baisse après et c'est reparti un petit peu à la hausse dans vos analyses? Donc, du coup, c'est une question ouverte qui peut aussi permettre du coup de passage après pour les différents intervenants. C'est quoi selon vous la grande cause? On parle beaucoup de l'effet de la dernière réforme des retraites, mais a priori c'est vraiment peut-être pas la seule cause. Ouais, c'est pas la seule cause. Alors l'arrêt de travail en particulier, on parle d'un risque qui est très exposé et très proche de la situation économique d'un pays. Je veux dire, c'est quand on traverse une crise, quand on traverse des soubresauts, à côté, vous avez une répercussion sur les arrêts de travail. Donc, c'est un risque qui... Alors, il y a la réforme des retraites, mais lorsque surviennent des crises économiques, des crises de toute... Là, c'était la crise sanitaire. Avant, il y a eu des crises, d'autres crises. À chaque fois, le risque arrêt de travail subit un contre-coup parce que quand ça affecte la santé des gens, ça se retrouve, ça se répercute sur le risque. Donc ça, c'est déjà un élément assez fort que l'on retrouve à chaque fois. Et puis, il y a eu... c'était en plus, on a vécu toute une période de baisse des taux, avec en plus une accélération là, sur les dernières années de baisse. On est tombé en négatif pratiquement. Donc, ce sont différents éléments comme ça qui, tout au long, qui sur la durée, parfois concomitamment, parfois à la suite les uns des autres, on explique des soubresauts. Enfin, je sais pas, peut-être d'autres éléments d'explication. Alors bonjour à toutes et tous. Donc juste pour compléter les propos de José, c'est vrai que le risque arrêt de travail, il a aussi évolué en termes de pathologie, parce qu'avant on avait les troubles musculo-squelettiques qui étaient on va dire la première pathologie liée aux arrêts de travail.
Et aujourd'hui, on a effectivement ce qu'on va appeler les maladies mentales qui ont pris le dessus. Et ça a un impact fort sur le risque arrêt de travail et sur les comptes prévoyance, parce que ce sont des pathologies qui sont parfois longues et qui sont, j'ai envie de vous dire, compliquées aussi à soigner. Donc ça fait aussi partie des évolutions de la société qui sont liées, comme on l'a vu actuellement, à l'environnement, on va dire, économique et aux situations géopolitiques. Donc on a eu le Covid, la crise des Gilets jaunes, on a aujourd'hui la guerre en Ukraine et combiné également l'inflation. Donc c'est là-dessus que je voulais rebondir. Je ne sais pas si Nathalie ou... Ça tombe bien, c'était l'une des questions qui allait être posée à Nathalie. Alors, je sais pas. Ah, si, c'est bon. Oui, du coup, clairement, quand je vous ai dit, en fait, l'arrêt de travail est corrélé à la situation économique d'un pays, on peut dire aussi que l'arrêt de travail est aussi un indicateur sur la santé sociale de l'entreprise. Donc, souvent, quand on commence à analyser donc, les comptes en prévoyance, on va toujours se poser la question, surtout quand c'est une dérive qui n'était absolument pas observée dans le passé, comment va l'entreprise ? Et donc voilà, donc cette corrélation, elle est totalement forte. Oui, juste peut-être deux chiffres pour compléter ce que disait David. Ce que nous, on a observé, alors sur des enquêtes qui ne sont pas des enquêtes sur nos portefeuilles, puisque forcément, quand on regarde nos portefeuilles, on est biaisé par la dimension franchise, puisque nous, on traite plutôt les arrêts longs. On couvre plutôt les arrêts longs. Mais quand on fait des enquêtes, on en fait maintenant depuis près de 12 ans. Ce qu'on voit, c'est que le psy, entre 2016 et 2022, les maladies psy sont dans l'origine des arrêts de travail sont passées de 10 à plus de 20%. Donc c'est quand même un doublement. Donc c'est massif. Et là, je rejoins ce que dit Nathalie, il n'y a pas de doute que c'est aussi un phénomène social au sein des entreprises, probablement aussi sur le rapport au travail. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont derrière, mais on voit bien qu'il y a une tendance de fond et puis une tendance qui est globalement en plus avec une carence du système de soins en France sur le sujet qui est patent. Et que par ailleurs, c'est clair que on a eu aussi en effet cette augmentation massive, ce qu'indiquait José, quasiment de 10 points de l'incidence, en tout cas quand on interroge des salariés, il y a 10 points supplémentaires de salariés qui nous disent avoir eu un arrêt de travail dans l'année. On est passé sur la période, sur 10 ans, de 30 à plus de 40%. Donc là aussi, on voit bien que c'est un phénomène massif. Et moi, en tout cas, nous, on observe à peu près la même chose. La courbe est forcément... José me dira que la courbe est en partie liée à nos réponses à nous, donc comme on pèse un petit peu dans les réponses globales. Mais on a eu ce phénomène de très forte montée jusqu'en 2015-16. Moi, je pense un peu plus long chez nous. Il y avait vraiment eu cette stabilisation et voire cette baisse assez significative jusqu'au Covid. Et puis on voit bien ici, à partir là, je pense que c'est le point 20 et le point 21, on voit bien qu'en 20, avec le Covid, ça s'est à nouveau envolé, puisque en 22%, des arrêts de travail sont liés, dans l'enquête qu'on nous mène, sont liés au Covid. Alors, probablement, on peut se dire, dans ce 22%, c'est pas du surplus, uniquement du surplus, c'est peut-être des gens qui auraient eu une grippe, qui se seraient arrêtés pour autre chose. Mais c'est quand même, là aussi, c'est un cinquième des arrêts de travail qui sont liés au Covid et qui n'existaient pas donc auparavant. Forcément, ça se retrouve ici, quoi. La tendance un peu à la stabilisation du risque s'est considérablement aggravée sur les 2 dernières années. D'autres remarques, d'autres questions avant de passer à la santé ? Non. Bon, côté santé, alors là, on a vraiment vu sur les dernières années le trou d'air de 2020, puis l'effet rattrapage. Alors, la santé, sur les années 2020-21 et 22, la difficulté, c'est que en même temps, on a la crise sanitaire, enfin la crise Covid, et le 100% santé. Donc,
donc on a un trou d'air, un effet rattrapage, et en même temps, on sait une inflation des coûts du fait de la mise en place du 100% santé. Voilà. Donc on voit, nous, pour les chiffres, et sur ces postes principaux des dépenses de santé, une augmentation forte 2019-2021. On a essayé de faire le pont par-dessus l'année du creux. Et ce qui est clair, c'est qu'on a la concomitance, l'interaction des deux, que maintenant on va pouvoir plus analyser avec les chiffres 2022 et après l'année 2023, on va plus voir émerger les résultats du 100% santé. Plus nettement que sur cette année 2021 et que l'on avait, où il y a une concomitance des deux. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'avec la mise en place du 100% santé, ça marche par rapport à... Surtout, il y a les 3 postes en dentaire et sur l'auditif. On observe un recul net du reste à charge. Ce sont les organismes complémentaires qui interviennent comme partenaires principaux, qui prennent plus de 60% du coût, donc qui juste sont derrière cette diminution significative du poste, du reste à charge des ménages. Donc, ça veut dire qu'il faut faire face à plus de prestations. Sur la partie optique, c'est moins vrai. Bon, il faut dire que l'offre 100% santé en lunetterie est moins attractive, ou en tout cas elle a donné moins lieu à cet effet que l'on voit par contre, c'est très fort en dentaire, prothèse dentaire notamment, et donc c'est forcément en termes d'équilibre un risque sous surveillance. Si par le passé on avait plus de visibilité sur l'équilibre, là avec ce qui s'est passé là et ce qui se passe avec le 100% santé, c'est forcément un risque qui devient beaucoup plus sur lequel on a une attention plus importante, parce qu'elle se dégrade. Où il y a un risque en tout cas de dérive plus importante. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, en attente de ce que donnent de ce que va donner les chiffres 2022 qu'on n'a pas encore côté fédération. Mais on pense que l'année 2022, enfin de ce que l'on a comme retour, s'inscrit dans cette évolution, dans ce trend. Et voilà, c'est d'autant, nous, côté institution de prévoyance, qu'on est un partenaire important du poids du 100% de cette réforme. C'est ce que l'on observe. Très bien, merci. Juste côté Fédération des assureurs, le surcoût du 100% santé aujourd'hui est estimé à plus de 350 millions d'euros, alors que on l'avait anticipé sur un coût quasi nul, puisque ce qu'on allait gagner en optique venait compenser. C'est comme ça qu'on nous l'avait vendu. C'est comme ça qu'on l'attendait, c'est clair. Donc 2020, forcément, la mise en place du 100% santé, avec les confinements successifs, on n'a rien vu. On a été complètement à l'aveugle. Et 2021, donc la grosse claque pour l'ensemble des acteurs, puisqu'on est sur un marché qui a opéré à plus de 100% sur le ratio combiné. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cet écart entre l'attendu et le réalisé, du coup ? Donc, alors, clairement, il y avait des hypothèses qui avaient été posées sur l'augmentation de fréquence, donc côté assuré. Mais nous, ce qu'on a commencé à constater, c'est qu'il y a aussi une évolution
sur des comportements côté professionnels de santé. Et ça, c'est pour moi, c'est ce qu'on n'avait pas réussi à anticiper, à capter au moment où on faisait nos estimations de l'impact du 100%. Ça s'est vu beaucoup sur le dentaire. L'équipement en prothèse dentaire par assuré a fait un bond à la hausse. Là où sur le dentaire, il y a un phénomène en effet de fond sur la pratique. D'ailleurs, la lettre d'ouverture des négociations sur la nouvelle convention dentaire signée par le DG de la Sécu le relève bien, puisqu'il dit dans ses objectifs de négociation, il souligne le déséquilibre opéré depuis quelques années sur les actes réparateurs versus les actes conservateurs. Il est clair, alors c'est le 100% santé, c'est le Covid, on y met ce qu'on y veut, mais il est clair que de toute façon les chirurgiens dentistes ont complètement changé leur pratique et se sont shiftés sur des actes plus rémunérateurs au détriment des actes moins coûteux. Ça, c'est une réalité, en termes de fréquence, c'est considérable. Et donc, pour nous, ça nous a coûté très très cher. Donc, c'est pas complètement le 100% santé, il y en a un petit peu parce qu'il y a des effets induits du 100% santé là-dedans, il y a beaucoup d'effets Covid. On s'est dit, c'est bien, on s'est dit, c'est du rattrapage et donc tout ça disparaîtra, ils vont revenir à la raison. La réalité, c'est qu'en 2022, ils ne sont pas revenus à la raison, ils ont trouvé le filon pour augmenter leurs revenus. On est tous pareils. Je ne doute pas de l'éthique des dentistes, mais malgré tout, ils ont quand même trouvé le filon pour augmenter leurs revenus. Donc, prenez rendez-vous pour des tartrages et vous ressortez avec de couronnes. Oui, non, mais c'est quasiment ça. Non, mais c'est ça. C'est absolument ça. Plus personne ne fait de détartrage. Ils font avant tout des couronnes, des implants, etc. Tout ça et ça, c'est massif et ça nous coûte très très cher. Le dentaire a été très très mal anticipé. Et on voit le nombre de, je ne sais pas si vous faites attention, mais le nombre de cabinets dentaires qui ont ouvert ces 2 dernières années dans toutes les villes, ça pousse comme des petits champignons. Donc on voit bien qu'il Avant c'était des opticiens, maintenant c'était. Voilà. Il faut faire plus d'études pour l'un que pour l'autre. Il y a un investissement un peu plus compliqué. Et nous, juste pour reprendre, on a fait une étude sur le portefeuille Verspiren. Verspiren, comme vous le savez, nous on est courtier en assurance, donc on travaille avec tous les acteurs de l'assurance et on a constaté que 42,30% des soins dentaires, ils ont été effectués sur le panier de soins 100% santé. Donc ce qui est quand même pas neutre pour corroborer les propos de mes collègues. Mais juste avec ces constats, ce qu'il faut quand même avoir en tête, puisque là je m'adresse quand même à un public d'actuaires, c'est que donc nos méthodes de tarification donc basées sur l'expérience, donc avec nos modèles GLM et tout, en fait on voit que là il va falloir qu'on relance des études sur la crédibilité, parce qu'en fait il y a une telle modification dans les comportements que, on peut plus partir comme ça, bille en tête, et resimuler nos modèles comme on le faisait ces derniers temps, puisque là, il y a un vrai changement de comportement de part et d'autre. Très bien, transition toute trouvée. Transition toute trouvée à votre thème, en fait, qui peut être, du coup, sur les évolutions des prestations en arrêt de travail vu par un assureur. En transition, on avait 2 questions qu'on avait identifiées tous ensemble. C'est l'évolution en fait des cadres aussi en arrêt en fait. Du coup. En concomitance en fait, on se rend aussi compte du coup qu'on a une évolution. Monsieur David Delemos l'a dit en fait des arrêts pour cause de maladies psychologiques. Du coup, quel impact en fait ces 2 effets, notamment parce que très souvent quand on tarifie l'arrêt de travail, les cadres compenser un petit peu les non-cadres, donc si c'est un peu moins le cas maintenant. Quel est l'impact du coup sur nos outils de tarification du coup, ça fait un peu référence à ce que vous avez dit. Du coup, quel est l'impact sur la tarif et quel est l'impact du coup sur les projections qui sont faites. La deuxième question, c'est sur la santé. Là, on parle d'effet rattrapage et avec l'effet cumulé aussi du 100% santé. Mais il y a probablement aussi, comme vous l'avez dit, aussi un changement de comportement. Donc nous, dans une analyse qu'on avait faite, on avait essayé de décrire 3 scénarios. Le trend qui va continuer
à évoluer, une forme de stabilité, parce que du coup, 100% santé, c'était sur 3 ans. Donc peut-être qu'on arrive à un plateau, enfin on peut l'espérer. Ou alors, en fait, l'effet d'aubaine dû à une nouvelle garantie. On pense aussi que le 100% santé, c'est une nouvelle garantie, notamment pour les garanties bas de gamme, entrée de gamme plutôt. Donc il y aura peut-être une décrue. Du coup, de vous, en fait, de votre côté, comment vous anticipez cela? Est-ce que vous pensez qu'on est du coup vraiment dans un vrai changement de comportement? Et comment l'intégrer déjà dans la campagne de souscription qui va s'ouvrir, qui s'ouvre là? Et à terme, en fait, quels sont les changements qu'on pourrait opérer en fait dans nos façons de tarifer, dans nos façons d'analyser en compte? Donc, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, en fait, donc c'est vrai que 2021, on a arrêté les comptes avec des ratios combinés, donc au-delà de 100 en santé. Donc, on parlait d'effet rattrapage, c'est vrai, mais en fait, sur 2022, on observe toujours une inflation médicale. Donc, ce qui fait qu'on s'inscrit bien dans un trend qui s'est installé. Donc, les comportements se sont installés. Et 2023, donc on pensait pouvoir y voir un petit peu plus clair, puisqu'on commence à avoir un petit peu de recul sur le 100% santé. Sauf que donc il y a les nouvelles négociations qui sont en cours, qui prennent du temps, qui font que du coup, sur la visibilité, c'est compliqué. Mais néanmoins, donc il y a des transferts de charges qui sont déjà annoncés. Donc voilà, on est nous sur une inflation sur 2023 qu'on attend aux alentours de 6-7%, donc sur les prestats santé. Mais donc juste là, alors, on est en début d'année, vous allez me le dire, mais quand on regarde l'évolution des consommations en santé depuis le début de l'année, on est déjà sur ces niveaux-là d'inflation médicale, donc de dérive. Alors même que les négociations sur la convention médicale et dentaire n'ont pas encore abouti. Donc on a déjà des effets inflationnistes sur le début d'année. Alors les postes qui sont impactés, ce sont les postes, l'hospitalisation continue à être relativement forte. Un poste assez nouveau qu'on n'avait pas vu évoluer comme ça aussi fortement, c'est le côté pharmacie, qui explose aussi, et les consultations. Donc les consultations, là où c'est un petit peu plus... ça a été la grande surprise, puisqu'on était quand même sur ces derniers temps, donc sur des médecins qui étaient plutôt en grève. Et malgré tout, on a les postes consultations qui ont explosé. Alors, il y a peut-être aussi un changement de pratique, et ça, c'est ce qu'on est en train de creuser, puisque globalement, il y a quand même une généralisation de la téléconsultation. Donc avec des tarifs qui ne sont pas les tarifs qu'on a l'habitude de voir habituellement. Donc voilà. Donc ça, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout au début, c'est qu'on assiste à un véritable changement de comportement. Donc aussi bien de l'assuré, donc avec les effets d'aubaine, mais aussi des professionnels de santé. Alors, ça me rassure parce que le 6-7%, c'est à peu près ce qu'on voit. On voit un peu moins, mais on voit quand même, on voit plus de 5 et moins de 7. Mais ça me rassure. Je ne sais pas si ça me rassure, mais au moins on voit à peu près la même chose. Bon, après, il faut aussi reconnaître que sur les 3 dernières années, on s'est systématiquement trompé. Donc le pire n'est pas certain. Donc on pourra peut-être avoir une bonne nouvelle. Mais ce qui s'annonce, alors vous voyez, la séquence est mortifère. Il y a un moment donné où il va falloir se poser la question de la solvabilité du marché de la santé. Donc, mais la séquence depuis 4 ans est mortifère. On nous met le 100% santé, rappelez-vous, avec une négociation qui est globalement venez pas augmenter les tarifs. Vous vous rappelez des injonctions du gouvernement à l'époque, du président qui convoque un certain nombre d'assureurs à sa table pour dire vous n'augmenterez pas les tarifs, ce qu'on a fait quand même entre nous. Mais il y avait une pression très forte, donc quelque part avec la volonté de dire le 100% ne coûtera rien. Bon, certains le voyaient coûteux, la réalité nous a donné raison, ça a coûté cher. Dans la foulée Covid, rebelote, le gouvernement nous dit vous gagnez de l'argent. La preuve, tout à l'heure on le voyait, 2020, très bonne année en santé. Donc vous avez gagné de l'argent, vous voyez, vous en mettez plein les poches. Donc là aussi, rebelote, n'augmentez pas les tarifs, grosse pression gouvernementale, surveillance, etc. La réalité, c'est que l'année suivante et les 2 années, puisque
22, c'est en effet pire que 21, ça ne fait que confirmer la tendance. La réalité, c'est que tout ça nous coûte. Plus la taxe. Et en plus, petit léger détail, c'est qu'en plus, on nous a pris de l'argent. Donc on dit à chaque fois, ça vous coûte rien, on vous met une taxe parce que vous avez gagné de l'argent, et en tendanciel, c'est de plus en plus cher. Et puis là, en 23, quelques problèmes d'ajustement budgétaire au niveau de l'État, et qui nous dit, on va transférer massivement des coûts du RO vers le RC. Et alors, si vous lisez un peu la presse comme moi, ce qu'on annonce, alors, deux DG à la fois chez AG2R et chez nous MH, ce que l'on pressent, c'est, je vais arrondir comme ça, c'est plus simple, quasiment 1 milliard de transferts. Avec plein de sujets, il y en a 300 qui sont déjà annoncés, ça c'est clair. Il y a les remboursements de tests Covid qui pourraient coûter. L'échelle, l'écart type est très, très large parce que ça dépend un peu des phénomènes d'épidémie, mais ça va nous coûter cher. Les négociations sur l'État, sur le prix des consultations, sur le forfait patientel, etc. Tout ça, c'est aux alentours de 900 millions de coûts supplémentaires pour les OCAM. Ça fait beaucoup. En 4 ans, ça fait beaucoup pour un marché et ça fait beaucoup pour nos clients, in fine. C'est-à-dire que ça fait quand même beaucoup. Et ça, d'où le décalage assez considérable de la rentabilité en santé. Transition. Mais du coup, juste pour rebondir sur la partie prévoyance, puisque sur les chiffres qui ont été annoncés par José, donc sur le portefeuille Allianz, on a constaté les mêmes choses. Donc il y avait quand même une forte disparité selon les secteurs d'activité. Donc c'est vrai que sur certains secteurs d'activité comme le sanitaire et social, donc oui, la dégradation en 2020 de 30 points sur les SP. Donc ça a été un secteur qui a été vraiment mis à rude épreuve sur 2020, donc il n'y a pas eu forcément de surprise. Mais les secteurs comme les hôtels, cafés, restaurants et le BTP ont pris aussi des gros chocs de sinistralité également. Et sur 2021, même si ça a un petit peu baissé par rapport à 2020, on était quand même sur un constat donc supérieur à 2019. Donc globalement, donc le constat, donc c'est une augmentation de l'absentéisme qui s'explique surtout donc sur une augmentation des durées moyennes des arrêts, puisque chez nous, la durée moyenne des arrêts a augmenté d'à peu près 20%. Donc notamment les survenances 2019 qui sont restées beaucoup plus longtemps que ce que l'étape de provisionnement avait prédit. Donc là, ça c'est les effets directs des confinements successifs. Et puis là, juste pour donner un petit peu plus de fraîcheur aux chiffres, puisque nous, on a commencé à regarder notre survenance 2022. Donc juste notre survenance 2022, elle est au-dessus en termes de taux d'absentéisme par rapport à 2021. Donc on continue à avoir cette inflation sur l'absentéisme. Donc on est sur une augmentation de 8% à peu près du taux d'absentéisme. Mais le fait marquant par rapport à cette augmentation, c'est que c'est vraiment un effet fréquence cette fois-ci. Et donc ça, c'est ce qu'évoquait, je ne sais plus José ou Thomas. On est vraiment sur un effet fréquence, donc plus 22% de la fréquence, mais amorti par une duration des arrêts de travail qui commence à revenir sur des durées antérieures à la crise sanitaire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les assureurs, puisque du coup, on intervient souvent donc après une période de franchise. Donc là, c'est la bonne nouvelle. Et puis pareil, donc ce qui a été annoncé, puisqu'on ne va pas parler que de mauvaises nouvelles, puisqu'en plus j'ai un courtier à côté de moi, donc c'est que là, c'est vrai que la hausse des taux va nous donner un petit peu de souffle. Puisque globalement, 0,5 points d'augmentation du taux d'intérêt technique, c'est à peu près 3 à 5% de provision mathématique en moins sur notre charge de sinistralité. Donc, selon certains comptes, c'est loin d'être neutre. D'accord. Du coup, pour rebondir un petit peu à la conclusion de M. José Sanchez sur la prévoyance, du coup, c'est la tension liée au passage en invalidité. Du coup, il y a une augmentation de la fréquence des arrêts. Mais du coup, bonne nouvelle, a priori, la duration est en train de revenir dans des eaux qu'on connaît. Donc, est-ce qu'à date, en fait, vous pensez en fait qu'il y aura un impact de la hausse des arrêts de travail sur les futurs invalides ?
Donc moi, à ce stade, c'est encore trop tôt pour vraiment le confirmer. Nous, pour l'instant, on n'a pas d'alerte sur les taux de passage en invalidité. Enfin, on ne constate rien d'alarmant sur le portefeuille. En revanche, quand même, ce qui est différent par rapport à ce qu'on a pu voir donc dans le passé, c'est que quand on dit que 2021 est revenu sur un taux plutôt plus en phase avec 2019, même s'il est un peu au-dessus, en fait, sur les plus de 35 ans, on est quasi sur une stabilité. En revanche, le fait marquant aussi à ce niveau-là, c'est que ça touche énormément les plus jeunes. Parce que sur les moins de 35 ans, on est encore sur une sinistralité de plus de 10% par rapport à 2019. Et notamment, donc, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, donc, c'est la cause essentielle de ces arrêts, c'est des causes donc, dues aux troubles psy. Alors qu'avant, c'était plutôt le TMS, enfin le trouble musculo-squelettique qui tenait la première place du podium. D'accord. Ce qui joue, ça rejoint aussi votre question, c'est on a ce phénomène marquant qui est quand même une sinistralité sur les jeunes significativement plus élevée. Donc ça déforme nos expériences en matière de sinistralité. Sur la population cadre, pareil, ce que vous évoquiez, une sinistralité qui a tendance à croître, à rattraper, voire dépasser parfois sur certains secteurs d'activité les populations non cadres. On voit bien, et c'est bien ce sujet de la prégnance des maladies psy sur les arrêts de travail, qui touchent de fait davantage des populations cadres, davantage des populations jeunes, proportionnellement aux autres causes qu'on pouvait connaître. Très bien. Alors, on a parlé beaucoup de hausse, de changement de comportement, de sinistralité, de tension. Alors, est-ce que ce constat est partagé par un courtier grossiste? Et autre question. Alors, courtier, on est excusez-moi. Excusez-moi, attention. Je l'ai dit courtier gestionnaire, merci. Et surtout, quels sont les leviers pour un deal gagnant-gagnant entre porteurs de risques et clients? Alors le constat, effectivement, nous en tant que courtier, on le partage avec nos confrères assureurs, parce qu'on a aussi constaté sur le portefeuille que l'on gère aujourd'hui une augmentation de l'absentéisme entre 2019 et 2021 de l'ordre de 34%, ce qui est quand même assez conséquent. Pour reprendre les propos de Nathalie, on a aussi constaté une explosion des arrêts de travail sur les plus jeunes. Ça, c'est clair au niveau du portefeuille. Et on a aussi constaté une évolution, on va dire, en termes de durée de l'arrêt de travail, c'est-à-dire que les arrêts les plus importants sont les arrêts courts. En dessous de la franchise de 120 jours, ça va représenter chez nous 65% des arrêts. Donc, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, sur la partie prévoyance, le constat il est qu'effectivement, il y a une dérive claire sur les arrêts de travail et donc une conséquence directe sur les comptes de résultats. Concernant les frais de santé, on va être sur une progression de 6% de notre côté, enfin l'analyse que l'on a faite entre 2019 et 2022, avec l'année 2020 qui effectivement est à mettre entre parenthèses. Nous, le constat qu'on fait au niveau de nos clients, il est clair qu'aujourd'hui, en tant que courtier, nos clients, ils nous mettent clairement une grosse pression sur le prix, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire malheureusement, et notamment plus maintenant en temps de crise, les entreprises sont très regardantes sur le coût de leur régime de protection sociale, parce que c'est un coût qui est quand même conséquent pour une entreprise, parce qu'on va parler de millions d'euros lorsqu'on atteint des très grosses PME et voire des grandes entreprises. Notre rôle aujourd'hui, c'est effectivement d'accompagner l'entreprise en termes de conseils pour avoir un pilotage à l'équilibre de leur régime de prévoyance et de frais de santé. Alors j'ai envie de dire, sur les frais de santé, c'est un peu plus facile parce que on va être sur un système où effectivement le salarié va faire de la force de fonds et l'assurant va rembourser, donc on est plutôt sur de la trésorerie. Donc le pilotage peut se faire de façon plus sereine. En revanche, pour la prévoyance, on va être sur un risque qui effectivement est aléatoire, où là, lorsqu'on en a des dérives,
il est plus compliqué effectivement d'anticiper les futures majorations, et on constate aussi sur notre portefeuille que les majorations vont être quand même beaucoup plus importantes sur un compte en prévoyance lorsque celui-ci est dégradé que sur un compte en frais de santé. Alors après, il va y avoir des disparités effectivement sur les entreprises. On va dire les entreprises, les petites PME vont être entre guillemets moins impactées par ces fameuses hausses, parce que lorsqu'on va passer des hausses, on va être sur des budgets qui sont moins importantes, donc un peu plus indolores pour les entreprises. En revanche, quand on commence à arriver sur des entreprises de très grosse taille, là ça devient plus compliqué, parce que quand vous devez passer des majorations de 20, 10, 15, voire même 50% sur des budgets à 3, 4, 5 millions d'euros, ça fait des coûts qui sont extrêmement importants pour l'entreprise. Sans oublier qu'on est dans une relation, on va dire, tripartite. Vous avez l'assureur, vous avez l'entreprise qui est souscripteur du contrat, mais vous avez aussi le salarié, puisqu'on est sur une cotisation qui est financée en partie par l'employeur et en partie par le salarié. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour répondre à votre question, Christelle, pour avoir une relation gagnant-gagnant entre l'entreprise, l'assureur et l'assuré, il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est effectivement de pouvoir, nous en tant que courtier, notre rôle c'est de pouvoir accompagner l'entreprise en pilotant au cordeau, on va dire, leur régime, de leur apporter les conseils qui vont permettre soit de ramener un régime à l'équilibre, soit de permettre à un régime de rester à l'équilibre. Donc ça, ça fait partie aujourd'hui de notre métier. Faire beaucoup de pédagogie aussi, parce que on est dans un monde, en tous les cas, on est dans une économie qui parfois n'est pas toujours compréhensible par les acteurs que l'on a en face, parce qu'on rencontre aussi dans les négociations. Avant, c'était un sujet qui était uniquement pris en main par les DRH. Maintenant, vous avez beaucoup de directeurs des achats qui s'intéressent au sujet, et des DAF. Et c'est vrai qu'on n'achète pas de l'assurance comme on achète un pack, comme on achète une voiture, comme on achète des packs d'eau, etc. On n'est pas dans de la grande distribution. C'est quand même différent. Le mécanisme de l'assurance, il est simple. Il y a des cotisations et il y a des prestations. À la fin, on regarde l'équilibre du régime ou pas. Et ça, c'est vrai que mécaniquement, dans certaines entreprises, ils ont du mal à le comprendre, et on entend souvent, moi je vous donne des expériences de terrain, effectivement mon compte, il perd de l'argent, mais au final, avec tout ce que l'assureur gagne au global sur son portefeuille, c'est pas très grave. Et nous, on est là aussi, c'est là où on a un rôle de pédagogie, en leur disant, est-ce que vous connaissez aujourd'hui une entreprise qui peut se permettre, sur un compte de résultat, de perdre 200, 300, 400 000 euros par an. Et ça, parfois, ils ont du mal à le comprendre. Après, on va avoir le mécanisme, effectivement, parce que là, on est entre guillemets spécialistes, mais le mécanisme des provisions mathématiques, quand vous vous adressez auprès des instances qui gèrent les contrats frais de santé et prévoyance, parce que vous avez la partie employeur avec les DRH, mais la partie syndicat qui représente les salariés, c'est vrai que les provisions mathématiques, pour eux, c'est... Alors, je ne vais pas vous dire que c'est compliqué à comprendre, mais ils vont parfois comprendre ce qu'ils ont envie de comprendre. Et ils vont vous dire, mais attendez, les provisions, ce sont que des provisions, c'est pas payé. Oui, mais effectivement, mais c'est une obligation à l'assureur de provisionner pour pouvoir faire face à ses obligations. Donc, pour reprendre, il y a la partie effectivement pédagogie, il y a la partie également accompagnement pour essayer de trouver des solutions. Alors nous, on essaie d'accompagner via les services que proposent les assureurs, qui sont divers et variés, et on va également aussi proposer des études d'absentéisme, donc pour accompagner les entreprises et voir effectivement là où ça ne va pas dans l'entreprise. Alors je vais vous donner une anecdote. On avait fait une étude d'absentéisme pour un grand groupe où il y avait 5000 salariés. Et dans ces 5000 salariés, ils avaient beaucoup de VRP. Et ces VRP, on s'était rendu compte qu'à eux seuls, clairement, le compte des VRP, parce que c'était une catégorie objectif définie dans leur contrat, était excédentaire.
Donc on a fait venir un organisme externe qui leur a posé le bilan sur la partie absentéisme. Et on s'est rendu compte en fait que les VRP qui étaient recrutés, c'était très souvent des gens d'un certain âge et qui étaient auparavant des gérants de société. Et la société, elle allait mettre la clé sous la porte ou autre. Et donc quand ils arrivaient dans l'entreprise, dans cette fameuse entreprise, ils arrivaient, ils étaient cuits. Voilà. Donc ils étaient psychologiquement, ils n'étaient pas bien. En termes professionnels, ils étaient aussi victimes de maladies, de troubles musculo-squelettiques. Et donc ils se mettaient beaucoup en arrêt de travail. Donc on a pu travailler sur des solutions, notamment chez eux sur le recrutement, sur la partie management, etc. pour les accompagner. Et on a réussi aussi à redresser le compte par rapport à ça. Donc ça a été quand même des éléments importants. Après, la difficulté, là où je mettrais un bémol, c'est qu'on est capable effectivement de mettre en place des études, de dresser un constat, mais après j'ai envie de dire la troisième marche, c'est à l'entreprise après de pouvoir s'approprier le sujet et d'avoir la volonté de changer les choses aussi, parce que si ils se contentent uniquement du constat et que derrière il n'y a pas de prise de décision, c'est compliqué. Et après le troisième point, il y a un point aussi qui est important, on n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi la fraude. Même si elle reste, je ne vais pas vous dire que c'est la fraude qui va faire dériver les contrats, mais en tous les cas, elle peut permettre à gagner quelques points positifs pour le compte de résultat. Et nous, on a constaté, et je pense que vous devez partager aussi le constat, il y a quelques années, la médecine douce, c'était pas trop... il y en avait pas sur tous les contrats, c'était plutôt, je vais pas dire un luxe, mais ça restait quand même à la marge. Maintenant, on peut dire que quasiment 95 ou 90% des contrats sont équipés de médecine douce. Mais là, on constate effectivement que sur la médecine douce, il y a quand même beaucoup de fraude. Nous, c'est le constat qu'on fait. Il y a quand même beaucoup, alors soit vous avez des fausses factures, soit vous avez des factures qui sont faites mais qui n'ont rien à voir avec... Donc ça nécessite aussi beaucoup de contrôle de la part des preneurs de risques et nous en tant que courtiers. Et c'est aussi la même chose en prévoyance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on puisse lutter, lorsqu'il y a des arrêts de complaisance, de pouvoir lutter contre ces arrêts-là, parce que mine de rien, ils font aussi beaucoup de mal à la collectivité en fait, parce que un régime de prévoyance, ça reste très fragile. Et tout à l'heure, on l'a vu avec l'étude de José. Vous avez souvent le décès qui va venir compenser le risque arrêt de travail. Mais un arrêt de travail, demain, vous prenez une entreprise, même de taille assez significative, mais vous prenez 5 constates effectivement que sur la médecine douce, il y a quand même beaucoup de fraude. Nous, c'est le constat qu'on fait. Il y a quand même beaucoup, alors soit vous avez des fausses factures, soit vous avez des factures qui sont faites mais qui n'ont rien à voir avec... Donc ça nécessite aussi beaucoup de contrôle de la part des preneurs de risques et nous en tant que courtiers. Et c'est aussi la même chose en prévoyance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut aussi qu'on puisse lutter lorsqu'il y a des arrêts de complaisance, de pouvoir lutter contre ces arrêts-là, parce que mine de rien, ils font aussi beaucoup de mal à la collectivité en fait, parce que un régime de prévoyance, ça reste très fragile. Et tout à l'heure, on l'a vu avec l'étude de José. Vous avez souvent le décès qui va venir compenser le risque arrêt de travail. Mais un arrêt de travail, demain, vous prenez une entreprise, même de taille assez significative, mais vous prenez 5, 6, 7 arrêts de travail avec de très gros salaires et avec un âge à 40 ans, je peux vous assurer que ça peut très vite venir mettre le compte dans le rouge. Donc c'est aussi tous ces sujets-là que l'on doit prendre à bras le corps pour pouvoir effectivement accompagner nos entreprises, avoir un équilibre technique des contrats et ensuite, c'est ce que je dis souvent aussi aux entreprises, je leur dis, vous savez, votre compte de résultat, c'est aussi votre vision sur le marché auprès des assureurs et c'est votre carte d'identité. Parce que oui, après on se parle franchement, nous on a des entreprises qui arrivent parfois avec des comptes qui sont extrêmement dégradés et pour qui on va leur dire, écoutez, effectivement il va falloir
penser soit à diminuer les garanties, soit augmenter les cotisations, soit faire un mix des deux. Et très souvent, on nous regarde en nous disant écoutez, c'est pas mon problème, il faut nous trouver une solution ailleurs. C'est aussi la réalité qu'on rencontre, hein, il faut se dire les choses, hein, c'est aussi la réalité qu'on rencontre, où c'est de nous dire écoutez, là en ce moment, c'est pas le moment, c'est compliqué, on verra l'année prochaine. Puis après, on arrive l'année prochaine, c'est pas le moment, c'est compliqué. Et c'est là où tout est de la difficulté aussi d'un courtier, c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai entre guillemets plusieurs guichets, hein, c'est-à-dire qu'on travaille avec tous les assureurs de la place, hein, que ce soit les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs. Nous en tant que courtier, il faut aussi qu'on garde notre client, hein, c'est important, hein, enfin, ça fait partie de notre métier. Et c'est vrai que là on constate depuis ces 2 dernières années que le marché s'est un peu resserré et qu'on a moins de francs-tireurs au niveau des assureurs. Donc ça s'équilibre un peu et je pense que dans le temps, si on continue sur cette voie-là, on va très certainement retrouver un peu plus d'équilibre sur nos comptes des résultats. Donc voilà un peu le schéma sur lequel nous on est aujourd'hui en tant que courtier en assurance. Si je peux rebondir sur les propos de David. Donc, juste, on a déjà constitué des blacklists sur ces clients-là. Donc, ceux qui tournent régulièrement, donc on commence à peu vouloir les tarifer. Hein, ils sont... Enfin, à un moment donné, ça ne marche plus, en fait, ce jeu-là. Et juste sur le pilotage, c'est vrai que sur le pilotage en prévoyance, donc, dans le pilotage des comptes, évidemment, il y a le levier de la cotisation, mais le levier de la cotisation, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et du coup, nous, depuis longtemps, on travaille sur le contrôle des arrêts de travail. En fait, chez Allianz, on a donc une direction médicale qui travaille sur les pathologies et qui est capable de dire, en fonction de la pathologie, de déterminer donc une durée théorique de l'arrêt. Et donc, dès que la personne est sinistrée, donc en fonction de sa pathologie, on sait à peu près à quel moment elle est censée reprendre. Et dès que cette limite est atteinte, donc il y a déjà un courrier qui est envoyé automatiquement pour prévenir l'assuré qui va donc subir un contrôle. Et donc déjà, juste au moment de l'envoi de ce courrier, on a à peu près 10% de reprise. Donc là, nous, l'idée, c'est un petit peu d'avoir de moins en moins d'arrêts de complaisance donc dans les arrêts. Donc on ne dit pas que ces contrôles donc ça garantit vraiment tout, mais enfin ça améliore quand même une partie de la sinistralité. Ensuite, pour le pilotage, on le voit bien, donc on est sur une tendance inflationniste depuis une bonne dizaine d'années. Donc, et puis on est quand même sur des DRH qui commencent à être largement sensibles à l'absentéisme, puisqu'ils ont quand même aujourd'hui l'absentéisme, ça représente un coût indirect pour l'entreprise aussi, et ce coût est estimé à plus de 3% du PIB. Donc c'est quand même, les DRH, il faut quand même ont conscience aujourd'hui de ce coût et nous demandent de plus en plus de les accompagner pour travailler sur la prévention de cet absentéisme. Et alors c'est vrai que depuis la DSN, on a de plus en plus d'informations sur les arrêts et du coup on est en capacité de fournir aux clients donc des analyses un peu plus poussées sur le profil de l'absentéisme de leur entreprise. Et ensuite, là où je rejoins David, c'est qu'on est sur un fonctionnement tripartite, c'est que il y a des discussions à avoir une fois qu'on a fait ce diagnostic, ce constat entre le courtier, l'assureur et l'entreprise pour voir ce qu'on peut mettre en place pour combattre cet absentéisme, pour améliorer cet absentéisme. Alors après, on est sur... donc c'est quand même un changement de culture. La prévention, c'est pas quand même quelque chose qui est quand même... instauré donc en France, donc il y a vraiment un changement de culture à avoir et puis c'est un accompagnement qu'on doit faire conjointement. Et après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que mettre en place de la prévention, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats à court terme. Donc il faut savoir aussi être patient. Mais pour moi, il va falloir vraiment commencer à s'interroger sur des programmes de prévention parce qu'on ne peut pas subir ad vitam aeternam cette inflation sans réagir en fait.
je rejoins totalement David et Nathalie. C'est le levier tarifaire va trouver encore une fois ses limites. C'est-à-dire que, vu les dégradations de sinistralité qu'on a observées, encore une fois, les prix ne pourront pas monter jusqu'au ciel. Donc il faut bien travailler sur les autres leviers qu'ont évoqués David et Nathalie. La fraude, les abus, peu importe la manière dont on les appelle. C'est un sujet à très fort levier. Hein. Le levier qu'évoquait Nathalie sur le contrôle des arrêts de travail, chez Malakoff Humanis, on considère que globalement, ça nous rapporte 3 points de sinistralité. Nous, on envoie le courrier dès la fin de la franchise. C'est-à-dire que dès la fin de la franchise, on envoie un courrier demandant des informations médicales. Le cas échéant, on déclenche les expertises. On a mis un algorithme en sortie du courrier, enfin, ce qui n'est plus un courrier d'ailleurs, qui est du digital maintenant pur. Mais globalement, on gagne 3 points sur la fraude, grâce à la lutte contre la fraude aux abus, en sinistralité prévention. On a plus de mal en santé, bizarrement, parce qu'intuitivement, on se serait dit, en santé, il y a plus de fraude, il y a l'optique, etc. Bon an, mal an, en santé, on gagne un point et demi de sinistralité. On sent bien les sujets, mais ils sont pas toujours simples à capter. Sur l'optique, on a fait pas mal d'investigations là aussi sur le traitement de la data. Mais il y a plein de... C'est protéiforme. Tu parlais des médecines douces, c'est une évidence. Le nombre de factures écrites sur le même type de papier que ce que j'ai là, un torche-balle, il n'y a rien qui prouve que c'est vraiment une facture d'un ostéopathe. Les hôpitaux, dans la dérive de sinistralité des hôpitaux, alors je ne sais pas si on parlera de fraude, on sera prudent, mais en tout cas, les hôpitaux ont aussi leur programme de facturation. Enfin, ils ont des logiciels. C'est comme dans l'aérien. Hein. Ils remplissent leurs avions, ils remplissent leurs chambres et ils modulent le prix en fonction de la demande, de la garantie. Il y a vraiment des logiciels qui sont vendus aux hôpitaux pour ça et on peut pas ils ont une pression aussi budgétaire, donc on ne peut pas leur reprocher. Nous, on a une très grosse dérive en 22 sur les hôpitaux. Parce qu'il y a eu des abus sur les chambres particulières et on le voit bien sur un certain nombre d'établissements qui, pour 2 clients différents ayant 2 garanties différentes, factureront 50 € la nuit et pour l'un et 500 € pour l'autre. Enfin, encore une fois, je ne sais pas comment on doit l'appeler, mais c'est à minima des abus. Donc là maintenant, depuis la fin de l'année dernière, on a décidé d'agir sur le sujet au-delà des contrôles, des appels, etc. Dorénavant, on leur fait un rappel à l'ordre. On leur demande un remboursement. Et s'il n'y a pas de réponse, ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on fait une dénonciation à la DGCCRF en disant « Nous, on considère qu'il y a abus. On ne peut pas, sur une même prestation, payer 10 fois plus cher pour 2 clients différents. » Donc, à la DGCCRF de se positionner sur ces pratiques. Qui ne sont pas... voilà. Alors là, voilà, tout ce travail d'investigation sur les prestations, sur les sinistralités, il est protéiforme en prévoyance, en santé, mais il ne faut pas lâcher parce que c'est vraiment... c'est un des facteurs qui explique aussi la dégradation des équilibres techniques au cours des dernières années. Merci. J'ai vu les yeux briller de certains de nos jeunes actuaires sur le changement de comportement. Je pense qu'on a des études sympas à faire qui va sans doute faire l'objet d'une prochaine table ronde, je pense. Du coup, on va passer au dernier thème, du coup, sur l'enjeu de trouver le bon équilibre entre rentabilité technique et taux de distribution, notamment, globalement sur la problématique des frais. Oui, alors, depuis 1 heure, on parle sinistralité. Et on a raison, hein, il faut pas lâcher la dimension SURP, mais on a tendance à ne parler que de sinistralité. Il se trouve que on fait chez MH, on fait de plus en plus le constat que quel que soit le constat un peu amer que quelles que soient les mesures tarifaires que l'on prenne, quelles que soient les mesures sur la lutte contre la sinistralité, l'accompagnement, la prévention, on a un plancher de verre que l'on n'arrive pas à dépasser.
Parce que discuter avec les clients uniquement sur la dimension sinistralité cache en fait une partie du problème. Et le problème que l'on constate chez nous, je pense qu'il est assez répandu sur le marché, il est assez généralisé, ce qui est que on est une industrie qui est quand même très particulière, puisque c'est une des rares industries, j'imagine, en France, qui ne facture pas ses coûts. J'imagine que quand on achète un yaourt Danone ou un sac Vuitton, au-delà de la marge considérable qu'il y a sur l'un et l'autre, et que nous, on nous interdit de faire, parce que, je ne sais plus qui c'est, David ou Nathalie, nos marges sont ridicules. C'est vraiment, c'est pitoyable. On ne fait pas des marges équivalentes à la grande distrib, au yaourt ou au conseil, pire. C'est pour ça, c'est ça qui est toujours rassurant, c'est quand on nous dit, tiens, je fais un aparté, tiens, on nous dit on va être disrupté par Google, par Amazon. Ils s'en foutent, ils ne vont jamais venir sur une industrie qui gagne même pas 1% de rentabilité. Ce n'est pas leur business model. Ils feront d'autres choses sur l'assurance, ils feront du courtage, ils feront plein de choses sur la data, mais ils ne vont jamais faire de l'assurance. C'est que des emmerdes. Il y a un monde réglementaire infernal, des pouvoirs publics qui changent la réglementation tous les 4 matins et avec des marges ridicules. Si ça intéresse le moindre investisseur, il faudra le dire. On voit bien d'ailleurs que les fonds d'investissement investissent plus chez les courtiers que chez les assureurs. C'est pas pour rien. Mais voilà. Donc, je vais faire la parenthèse. Mais donc, on oublie de parler de frais à nos clients, et on l'oublie d'autant plus que nos protocoles avec eux, nos contrats, font qu'on ne leur parle que des chargements. Et qu'il se trouve que nos chargements ne sont pas à la hauteur de nos frais. Et encore une fois, le constat, on est convaincu chez MH que le constat que l'on fait chez nous est un constat général. On subit tous un marché qui nous dit « Ah ben oui, mais en santé, tu ne peux pas mettre plus de 8, 10, 12% de frais. En prév, tu ne peux pas faire ça, les voisins font ça, et puis les courtiers demandent ça, etc. » Donc on a un marché qui, en termes, plus encore qu'en termes de prix technique, puisque le prix technique, on l'objective assez bien, on l'a évoqué, on a soit des tables, soit de l'antériorité qui nous permettent de justifier des prix techniques. Les frais, c'est quelque chose, on n'en parle jamais. Donc aujourd'hui, nous, le constat, c'est que en moyenne, on doit avoir un déficit de gestion qui doit représenter 5 à 6 points. Enfin, 5 à 6 points de déficit de gestion. Et on parle de ratios combinés qui sont entre 100 et 105. Vous enlevez 5 ou 6 points vous corrigez les 5 ou 6 points sur la marge de gestion, vous avez corrigé votre problème de ratio combiné. Donc il y a un moment donné, il va falloir que l'on parle de ça aux clients, sachant qu'en plus on a des écarts types considérables en fonction des segments, et on a des segments de clientèle sur lesquels on perd plus de 10 points de marge de gestion. Donc ça aussi c'est insupportable dans la durée. Et de fait, et on peut à peine le reprocher aux clients, puisque quand on leur présente un compte, encore une fois, on leur présente des chargements, on ne leur présente pas les frais. Et donc quand j'ai 10 points d'écart sur un compte qui a 108 de ratio combiné, et que j'ai 10 points d'écart entre les chargements et les frais, lui, le client, il voit 98. Donc il dit, je ne vois pas pourquoi vous allez m'augmenter. Je suis bon, vous gagnez de l'argent avec moi. Donc c'est complètement schizophrène comme relation commerciale ou comme relation de discussion et de négociation avec un client. On n'a pas la même vision, et donc on ne peut pas bien s'entendre puisqu'on ne parle pas de la même chose. Et on en est responsable puisque nous-mêmes, on ne leur présente pas la réalité des prix. Donc ça, c'est un sujet de fond, c'est un sujet qu'on a décidé de mettre au cœur de nos campagnes de redressement tarifaire depuis 2 ans maintenant. On va le refaire cette année. Nos commerciaux et nos différents marchés ont des objectifs équivalents en termes de redressement sur les frais que de redressement sur le technique. Et on le met dorénavant au cœur de nos discussions avec certains clients et certains grands comptes, voire certaines branches. Vous savez que les IP ont l'immense avantage d'être très positionnés sur les branches, sur les conventions collectives.
Et que c'est typiquement un segment de marché sur lequel ce sujet-là est critique. Donc nous, dorénavant, on a dit, ça suffit. Soit vous engagez avec nous une discussion sérieuse sur les frais, soit vous sortez. Donc l'année dernière, on a résilié 4 branches essentiellement sur ce sujet des frais et de leur capacité à accepter une discussion de l'équilibre général du contrat, mais spécifiquement sur les frais. Donc on a des enjeux colossaux, beaucoup sur les branches, beaucoup sur nos grands comptes, de discussion sur les niveaux de frais. Alors ça veut dire qu'il faut... Ça impose plusieurs choses. Ça impose beaucoup de pédagogie, parce qu'on ne peut pas leur dire ce que je te facturais à 8, demain je te le facture 12. C'est juste ça. Nos amis courtiers, à juste titre, vont dire attends, t'es gentil, pourquoi tu passes de 8 à 12 ? Encore une fois, techniquement, quand tu as plus de sinistralité, ça on peut discuter, on a des chiffres. Passer de 8 à 12, il va falloir admettre de donner des chiffres. Donc ça, il faut qu'on ait plus de pédagogie, plus de transparence sur nos coûts, qu'on exprime aussi combien coûte un contrat, qu'on ait plus d'intelligence aussi dans la manière dont on facture nos frais. C'est-à-dire qu'un contrat qui a une franchise courte et un contrat qui a une franchise longue, lui mettre le même niveau de frais, c'est quand même une aberration, puisqu'il n'y a pas la même fréquence d'acte, donc il n'y a pas la même volumétrie d'opération, etc. Donc il ne peut pas y avoir le même niveau de frais. Il y a certains de nos clients grands comptes parfois refusent, certains, il n'y a pas beaucoup, mais il y en a encore qui refusent la digitalisation des relevés de remboursement. Ok, tu refuses, tu veux du papier pour tes salariés, ça se paye. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous allez chez votre banque, ils vous font payer tout pas tout et n'importe quoi, mais ils vous font payer tout en fonction de ce que vous coûtez. Vous êtes une entreprise, vous avez des problèmes de règlement des cotisations, il y a des mises en demeure, du recouvrement, des charges de recouvrement, ça se paye. Alors, est-ce qu'il faut demain arriver à un paiement à l'acte comme on fait à l'acte de gestion, je parle, paiement à l'acte de gestion comme les banques le font, incident bancaire, 50 €, incident de cotisation, X euros, pourquoi pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut qu'on soit plus fin et qu'on en fasse un vrai sujet de discussion. C'est 10 à 20% du prix, c'est pas négligeable si on ne facture pas correctement. Donc être plus fin, plus pédagogue, et en parallèle, et à juste titre, à la fois nos clients entreprises ou nos partenaires courtiers doivent nous diront, et c'est légitime, oui mais vous coûtez trop cher. Et ils auront raison de le dire puisqu'on coûte trop cher. Donc ça, on ne peut pas le chemin de redressement des prix, des prix de gestion ne pourra se faire que si le deal est entre guillemets gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'entreprise devra faire un pas et nous, assureurs, devons faire un autre pas. Il faut aussi reconnaître qu'on est une industrie relativement archaïque dans ses pratiques de gestion. On investit tous beaucoup dans le digital, dans la robotisation, etc. Mais on coûte encore beaucoup trop cher. Il faut qu'on fasse aussi notre propre aggiornamento sur le sujet des frais de gestion et qu'on diminue nos expenses. Ça, c'est indispensable. Autrement, on ne sera pas crédible dans la discussion. Il faut que tout le monde fasse un effort. En tout cas, voilà. Ce que je voulais vraiment souligner, c'est que pour nous, c'est un sujet clé. Et juste un petit mot pour terminer, c'est un sujet d'autant plus clé que on considère que, et pour nous c'est au cœur de notre plan stratégique, que le taux de redistribution vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des assurés, est un sujet de plus en plus critique. C'est un sujet critique pour les pouvoirs publics, ça on le sait. C'est un sujet critique pour les assurés, pour les entreprises elles-mêmes, qui demandent à ce que ce taux de redistribution soit raisonnable, soit suffisant. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est légitime. La demande est légitime de la part de nos partenaires, que ce soit des clients ou des pouvoirs publics. Donc nous, on a mis au cœur de notre stratégie le maintien, voire l'accroissement du taux de redistribution sur les 4 prochaines années. Et par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, ça ne peut pas se faire juste par une dégradation du S sur P. La bonne manière de redistribuer plus, c'est dégrader son S sur P. Mais ça, comme on est déjà à des niveaux stratosphériques, ça ne marchera pas. Donc ça veut dire qu'il faut, d'un autre côté, travailler aussi sur nos frais. Ça rejoint le sujet de frais. Et puis,
il y a deux autres sujets que l'on place, nous, dans ce qu'on appelle une tarification éthique. C'est avoir des niveaux de frais qui soient mesurés, maîtrisés, parce qu'on a un expense maîtrisé. 2, arrêter de financer les gros par les petits. Alors ça, c'est plus soutenable. L'individuel dans nos maisons n'est pas là pour soutenir le grand compte. La TPE n'est pas là pour soutenir la rentabilité des branches. C'est plus possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux TPE d'être sur des ratios combinés à moins de 90 pendant que des branches soient à plus de 110 sur certaines. C'est juste pas éthique. Et puis c'est juste pas soutenable parce qu'aujourd'hui, une TPE qui est à 90 ou 85, pour le coup, ça devient, enfin, c'est pas soutenable pour elle, c'est pas acceptable et à juste titre. Donc deuxième levier sur lequel il faut qu'on travaille, c'est un rééquilibrage des rentabilités entre segments de marché. Et puis le dernier levier sur lequel il faut qu'on travaille aussi, j'allais dire qui est plus marginal, quoique c'est pas marginal, c'est important, mais c'est peut-être du deuxième ordre, mais on le travaille aussi, c'est aussi de travailler sur une distribution et des coûts de distribution plus éthiques. Et là, notamment sur des problématiques de commissionnement. On sait que le sujet commissionnement est à la mode en ce moment. Ça concerne les courtiers, mais certains courtiers dont le nom a été évoqué tout à l'heure, notamment les courtiers grossistes, mais ça fait aussi partie des sujets sur lesquels il faut qu'on mette sur la table. Sur certains produits, avec certains modes de distribution, avoir des taux de redistribution à 60%, c'est juste, là aussi, ça ne sera pas soutenable dans la durée. On peut se voiler la face, on peut se dire le marché a toujours fait comme ça. On voit bien qu'il y a une pression concurrentielle, enfin une pression des pouvoirs publics, une pression publique globalement sur ces sujets-là qu'il faut qu'on prenne en compte et donc qu'on soit beaucoup plus éthique et beaucoup plus responsable dans la manière dont on pratique nos tarifs. Oui, et alors, en plus, ce qui n'est pas évident pour rationaliser et faire sur les frais, c'est le poids de la réglementation, le poids des impôts et taxes. Parce que tu parles de levier, effectivement, tu peux dire je vais agir sur mon organisation, sur ma distribution, mes systèmes d'information, des choses que tu peux rationaliser côté assureur. Mais quand on a S2, puis après S2, tout taxonomie, puis SFRD, SRD, et encore, il y en a d'autres qui arrivent, etc. Il y a à chaque fois plus de reporting, à chaque fois plus de réglementation. Ça a un coût, ça. Et la plus-value pour l'assuré, moi, je la vois pas toujours. Il y a une partie en plus qui est supportée, là, qui est pas maîtrisable du côté de l'assureur. Alors, on a une question du public. Du coup, je te passe la parole à Bip. Il a répondu à ma question. Je me positionne en tant qu'actuaire. Justement, sur ce poids de la réglementation, c'est quoi les limites en termes d'innovation produit? C'est-à-dire, là, par exemple, sur l'IARD, on observe déjà des tarifications comme le Pay as you drive. Est-ce que ces types de tarifications peuvent être mis en place, par exemple, sur la Prêve Santé et aussi l'intégration, dans quelle mesure on peut intégrer l'expérience client dans le pilotage des portefeuilles pour avoir, je ne sais pas, des modèles de pilotage un peu plus réactifs. Juste là pour répondre à la première question, alors nous on parle de sur-mesure chez Allianz à partir de 150 salariés dans une entreprise et du coup pour la plupart du temps, dès lors qu'on a l'expérience, la sinistralité, les anciens comptes pour ces entreprises-là, c'est un peu pay as you drive, notez l'accent. Et donc du coup on est plutôt sur une tarification à l'expérience, au résultat. Après c'est vrai que sur nos contrats standards, on est plutôt sur une approche de mutualisation. Et à ce stade, comme on est plutôt sur des petites entreprises, on est plutôt sur du 3-5 têtes, on n'a pas prévu de faire d'approche, de tarification vraiment propre à la... on a une problématique de robustesse, puisque on est vraiment sur des toutes petites entreprises.
Oui, est-ce que c'est la demande des clients? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une vraie demande. Il y a une vraie tentation. On a eu aussi la tentation de démutualiser un peu nos portefeuilles et d'avoir une approche plus individuelle dans la tarification ou dans les redressements tarifaires, notamment sur le bas de segment. Hein. Sur le haut de segment, par définition, c'est démutualisé. Je suis pas sûr que ça n'est pas qu'une bonne idée, la démutualisation du portefeuille. Il y a des biais de pilotage globaux qui sont un peu qui sont quand même significatifs. On a ouvert des sujets autour d'une tarification, d'une souscription différenciée en fonction d'un score social, on va dire ça comme ça, quoi. C'est pas simple, là aussi c'est pas complètement simple aujourd'hui à justifier, et les bases statistiques sont quand même difficiles à consolider. C'est-à-dire que créer un score et avoir ensuite un score qui s'applique sur avoir une taille de population suffisamment grande pour pouvoir en tirer des conclusions tarifaires, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, honnêtement, on a mis un peu la pédale douce sur ce sujet. Je crois que la conviction qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, l'attente des clients n'est pas complètement là. On peut se tromper, hein, mais je ne pense pas qu'elle soit complètement là. L'attente des clients, c'est du prix, notamment sur le bas de segment, c'est du prix compétitif. Donc, qui dit prix compétitif, dit finesse technique, mais aussi, je reviens sur les coûts de gestion. C'est du conseil, c'est de l'accompagnement, c'est être autre chose qu'un pur assureur payeur, c'est d'apporter plus de valeur à son contrat et au global faire que l'expérience du client soit plus enrichie que, encore une fois, que ce qu'on peut offrir aujourd'hui ou ce qu'on pouvait offrir il y a 10 ans. Donc c'est plus sur ce travail d'expérience qu'on doit travailler, qu'on doit investir, et qui a une dimension plus large que la palette de souscription tarifaire. Une dernière question, on a parlé de hausse, de tension, de comportement tarifaire, et des modèles de provisionnement. Donc, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on reste toujours sur les mêmes modèles? Je parle au chain leader ou autre. Moi, je passe mon tour, hein. Je suis pas technicien moi. Donc. Non, mais sur l'arrêt de travail notamment, donc sur l'étape de provisionnement. Donc oui, on va avoir un effet avec les dernières années. On va forcément avoir un impact sur nos tables de provisionnement dès lors qu'on travaille avec des tables d'expérience, hein, puisque globalement, pour l'instant, on a une table réglementaire qui a été faite dans les années 90, qui n'est plus du tout en adéquation avec le profil de risque, qui a été certes revu en 2013, mais qui n'est pas encore réglementaire. Donc on va avoir cet impact-là. Et puis sur le chain leader, c'est pareil. Sur le chain leader, quand on voit... il y a quand même des années qu'il va falloir écréter. On ne peut pas prendre les chiffres... tels qu'ils arrivent, parce qu'on prend juste 2020 avec les confinements successifs. La saisonnalité, elle vient complètement biaiser les résultats. Donc voilà, il y a nos méthodes, mais il faut savoir prendre les résultats les prendre avec de la hauteur, quoi. Et surtout être cohérent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci à tous pour votre prestation. On a appris beaucoup de choses en tout cas me concernant. J'ai deux questions. Une première question sur la partie de M. Sanchez, notamment sur le trou d'air qu'on constate sur l'année 2020. Ça me semble un peu contre-intuitif parce que je me dis par exemple que sur les hôpitaux, on aurait dû avoir une hausse, pareil sur les médecins et les médicaments. Mais c'est pas ce qu'on constate. Est-ce un effet confinement ? Ouais. Vous vous rappelez de ce que vous avez fait en 2020 ? Vous êtes resté beaucoup chez vous. Hein, donc, on a été beaucoup confinés par contre. Donc globalement, il y a la médecine générale classique faite
a connu ce trou d'air puisqu'il y a eu plusieurs mois de confinement. Les hôpitaux étaient le pic Covid dans les hôpitaux a été pris en charge totalement par l'État. Hein. D'accord. Ça, nous, on a eu. Il n'y a plus de chambre particulière à ce moment-là. Donc non, tout était pris en charge par l'État. Ok, donc c'est cet effet-là. Super, merci. Et le deuxième point, en fait, c'est une question pour Monsieur Collin, du coup. C'est sur les frais. Vous dites que dans les évaluations classiques, dans les tarifications classiques, en fait, on oublie de mentionner au client la partie coût, la partie frais, notamment pour l'assureur, de gestion notamment des contrats et des différentes garanties proposées. Après, d'un point de vue capital, d'un point de vue modélisation, calcul du SCR, par exemple, de frais, est-ce que avec les tendances actuellement observées dans le cadre de l'inflation, vous avez pu réaliser une espèce de backtesting des différents niveaux de choc qui sont stipulés, enfin indiqués par le IOPA. Par exemple, sur les frais en vie, on a les frais qui sont choqués à 1%. Enfin, on a deux niveaux de choc. Un choc à 1% de l'inflation et un choc à 10% des coûts en montant. Est-ce que du côté de la santé, en fait, vous avez eu le temps de backtester et voir comment est-ce que, d'un point de vue modélisation, les intensités de choc se comparent par rapport aux évolutions de l'inflation réellement constatées sur le marché? Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Non, je crois pas. Je crois pas qu'on ait fait cette étude encore. Non, j'ai l'impression que non. En tout cas, nous, on n'a pas eu ce retour-là. Après, j'ai dit qu'on... Attention, hein, le message... on parle frais on parle chargement à nos clients, mais on n'est pas transparent sur ce que c'est. Donc on ne leur donne pas la vérité des prix sur les coûts de gestion. On leur dit c'est 6, c'est 7, c'est 8 de frais de chargement, quand en fait ça nous coûte 12, 14, 16. Donc c'est une question de transparence. Et on leur parle garantie quand même, je rassure. Je crois qu'on parle pas mal garantie, mais on leur parle chargement mais pas frais. C'est subtil, mais... Alors il y a d'autres questions. Ouais, vas-y Habib, je t'en prie. Justement, au niveau des frais, c'est quoi le pourcentage des frais qui sont rattachables? Je fais le lien avec IFRS 17, rattachables au contrat. Parce que j'imagine que dans la négociation, si vous incluez cette notion, on fera la distinction des frais qui sont directement rattachables au contrat versus les autres frais. J'aurais pas de réponse précise à vous fournir. Ma conviction, et c'est ce sur quoi on travaille nous, c'est que, encore une fois, comme le sujet n'était pas un sujet qui était au cœur de nos enjeux et de notre pilotage, ça faisait partie du pilotage financier. Nos amis de la direction financière du contrôle de gestion sont sensibles au sujet, mais il y avait peu dessus. Ça n'irriguait pas le sujet de souscription ou de politique tarifaire. On a un contrôle de gestion aujourd'hui au sens premier du terme qui est déficient. Enfin, je parle pour MH, mais je ne suis pas sûr qu'il y a des grandes maisons qui font très bien les choses. Mais aujourd'hui, encore une fois, être capable si je reprends votre question, de rattacher les frais au contrat, de dire votre contrat, il a telle spécificité, il coûte tant, sur tel ou tel poste, ça on a du mal à le faire aujourd'hui parce qu'encore une fois ça a été un domaine où on n'a pas suffisamment investi parce qu'on a considéré que ce n'était pas un sujet de discussion avec les clients. Alors que nous, du côté courtage, ça on le fait par contre. C'est-à-dire que nous on est capable d'estimer, on raisonne, alors c'est vrai que dans l'assurance on raisonne souvent en pourcentage. Hein. Nous avant de raisonner en pourcentage, on va calculer le coût par bénéficiaire. Alors soit par assuré en prévoyance, et en frais de santé, on va calculer le coût par bénéficiaire. Donc, et qu'après, on va ramener en pourcentage. Et là où je rejoins Thomas, c'est vrai qu'on est une industrie qui là-dessus est assez opaque. Alors quand je dis opaque, c'est pas que les chargements sont pas affichés, c'est qu'on a peur. Moi, je le vois, hein, que ce soit au niveau des compagnies, même chez moi, au niveau de mes commerciaux, parfois ils ont du mal à parler de leurs frais, en fait. On a l'impression que c'est... qu'on devrait effectivement travailler gratuitement.
Et pour rejoindre c'est vrai que c'est un peu ça. Enfin, c'est ça. Et pour rejoindre les propos de Thomas, alors c'est vrai que nous on constate avec les preneurs de risques avec qui on travaille, qu'il y a une certaine modélisation sur les frais. Où on est arrivé sur des frais. L'entreprise elle est de telle taille, on va être aux alentours de tant et tant. Ça va être de telle, plus elle est petite, en fait plus ils vont payer. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et après, l'autre sujet aussi qui est important par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, le client, j'ai envie de vous dire, les frais, oui, c'est important, mais le plus important pour le client, c'est pas tant les frais, c'est surtout ce qu'il paye. C'est le tarif. Donc si les frais sont élevés, j'ai envie de vous dire, les tarifs sont bas, quelque part, le client, il est pas, c'est pas ça qui l'inquiète, lui, c'est vraiment le tarif. Et je trouve que par rapport à ça, il faudrait qu'on soit, en tous les cas, dans ce domaine-là, qu'on n'ait pas honte d'afficher les frais, parce que derrière, effectivement, il y a des outils, il y a du conseil. Donc c'est vraiment... Et nous, on fait également face aussi à... Nous, les frais, là où on va être impacté aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les assureurs, ils ont, ces dernières années, beaucoup baissé leurs frais. Mais nous, en tant que courtier, on les a baissés aussi. Parce que le marché a fait qu'on était sur une tendance baissière. Et quand on regarde aujourd'hui, ce dont on a parlé tout à l'heure, toutes les réformes qui ont eu lieu, le 100% santé, le contrat responsable, nous, ça a un impact significatif sur nos outils de gestion. Et c'est vrai que ce sont des frais qu'on ne voit pas, mais on consacre aujourd'hui des millions d'euros. Alors, c'est même pas pour développer l'outil, hein, c'est pour le laisser à niveau. Et donc, c'est vrai que demain, c'est une vraie question, que ce soit aussi bien pour les assureurs et que pour les courtiers, de se poser la question quel est le bon niveau des rémunérations, parce que le constat aussi qu'on fait au niveau du courtage, en termes de conseils, moi je le vois en 10 ans, on a quasiment divisé par 2, voire par 3, les frais de conseil. Alors on a l'impression que maintenant un conseil ça vaut plus rien. Et demain vous allez voir un avocat, c'est pas le cas. Et alors, ce qui n'aide pas en plus, c'est que en plus vous avez les pouvoirs publics qui comparent les frais de l'AMO et les frais de l'AMC en plus et qui montrent du doigt. Et alors là, du coup, ça aide encore moins à dire franchement, parlons des frais et de ce que ça coûte. Non, surtout pas, parce que alors, les autres là-haut, ils vont nous dire regardez, vous êtes trop cher. Allez, hop. D'autres questions? Une fois, 2 fois. Voilà. Et on est un petit peu en avance. Du coup, on va conclure. Donc, merci encore vraiment pour votre présence. Donc, beaucoup d'enseignements, beaucoup de défis. Donc, je retiens un changement de comportement, prévention. Du coup, les évolutions tarifaires ne sont pas que la solution. Et du coup, pour nous techniciens, une vision 360 en intégrant la problématique de frais. Du coup, donc ça ouvre aussi peut-être pour nous consultants de futures belles missions dans vos compagnies. Merci beaucoup et bonne journée.